Bonjour à tous. Oui, avec l'étudiant, nous avons rendez-vous ce matin avec l'avenir. Nous avons rendez-vous avec l'avenir en termes de communication auprès de la cible des collégiens, lycéens et étudiants et plus largement auprès des 15-24 ans. Nous avons rendez-vous avec l'avenir en termes de solutions afin d'adresser les messages clés de vos établissements, de vos organismes publics ou privés, de vos marques également, auprès d'une cible dont l'attention s'avère de moins en moins simple à capter. Nous avons également rendez-vous avec l'avenir en évoquant de nouveaux modes d'immersion dans les salons, les événements que propose le groupe L'étudiant. Je m'appelle Michel Juvillier, spécialiste dans le domaine de la publicité digitale et j'ai le privilège de vous accompagner durant moins d'une heure afin de faire ensemble un focus sur la manière dont le groupe L'étudiant transforme ses plateformes de visibilité en ligne et via ces événements afin que vos messages soient vus, mais surtout soient entendus et assimilés par la cible des 15-24 ans. Je vous propose une matinée en 3 parties, plus précisément en 3 plateaux différents. Une première partie consacrée à l'offre éditoriale du groupe L'étudiant. Par la suite, nous verrons comment le groupe L'étudiant accompagne ses partenaires via des innovations, notamment en termes de communication sur les réseaux sociaux. Nous clôturerons cette matinée sur les nouvelles expériences proposées en termes de salon, notamment via le concept d'hybridation. Donc, d'innovation, il va en être également question en mode d'interaction, en ce qui concerne notre interaction, puisque nous sommes également une sorte de webinar, nous sommes une émission, mais également un webinaire. Mode d'interaction assez innovant, puisque ce matin, l'intégralité des questions que vous poserez sur le petit module que vous avez, si vous nous suivez à distance, que vous avez en bas à droite de votre écran, sur ce module, vous pourrez poser vos questions et le groupe L'étudiant, l'équipe du groupe L'étudiant s'engage à vous répondre de manière personnalisée à toutes les questions en moins de 48 heures. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir notre premier invité pour évoquer l'offre éditoriale du groupe L'étudiant, Ariane Despierre-Ferry, directrice de la rédaction de L'étudiant. Bonjour Ariane. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots l'écosystème éditorial du groupe L'étudiant ? Alors étudiant, vous avez raison, c'est d'abord un média et je dirais même des médias qui sont alimentés par une équipe de 13 journalistes, qui sont des journalistes experts et spécialisés en matière d'éducation et d'orientation. C'est aussi un média national et un leader et une référence par son ancienneté. On va fêter nos 50 ans dans quelques mois. Mais c'est aussi... Je viens de fêter mon anniversaire, je viens d'avoir 50 voilà, ans vous aussi. avez le même âge que l'étudiant, c'est un très bel âge et un âge qui en fait donc une référence, mais aussi évidemment avec une rédaction par son sérieux, son indépendance éditoriale et l'expertise de ses productions. Alors ces productions éditoriales, elles sont diffusées sur 3 sites d'information. D'abord le site grand public que tout le monde connaît bien, l'étudiant.fr. Ensuite educpro.fr qui est un site qui est à destination des professionnels de notre secteur. Et puis Trendy qui est un site de lifestyle, comme on dit en bon français. Et la ligne éditoriale de l'étudiant depuis 50 ans, c'est d'informer et accompagner les jeunes, alors du collège jusqu'à l'entrée dans la vie active, pour les aider à trouver leur voie et à répondre à toutes leurs questions concernant l'orientation. Et je termine juste, on a aussi d'autres, je parlais de médias au pluriel, parce que l'étudiant est également présent sur les médias sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et YouTube. Et puis on a aussi toute une série de newsletters et 6 magazines print, on est encore dans le print par an. Alors, vous avez dit que votre public, ce sont les jeunes, mais le jeune, ça regroupe aussi un certain nombre de communautés différentes, que ce soit les lycéens, mais parmi les lycéens, il y a aussi des communautés différentes entre les formations générales et les formations techniques, par exemple. Alors, quel est votre public, en fait ? Alors, notre public, d'abord, c'est une audience d'environ 5 millions de visiteurs par mois sur nos différents sites. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, en premier lieu, nos lecteurs, ce sont les jeunes. Alors, on disait du collège jusqu'à l'entrée dans la vie active. On sait que les plus gros consommateurs de médias sont plutôt ceux à partir de 16-17 ans. Et donc, on va, nous, jusqu'à 25 ans. Mais il ne faut pas oublier aussi que les prescripteurs
à commencer par les parents, et les enseignants et tous les professionnels du supérieur, sont aussi des lecteurs assidus de l'étudiant. Alors donc on peut dire qu'on a surtout des lycéens en fin de lycée et des étudiants en début de cursus, plus leurs parents et les gens qui les accompagnent au quotidien dans leurs études. Alors ces différents publics, quelles sont leurs attentes aujourd'hui? Alors je dirais qu'en matière d'orientation, il y a des attentes qui sont immuables. C'est un moment où on prend des décisions qui sont importantes, voire cruciales pour son avenir. Et c'est aussi un moment qui peut s'avérer anxiogène. Et on l'a vu là, la 4e vague de notre baromètre de confiance dans l'avenir des 15-20 ans nous dit que 86% des jeunes, quand ils pensent à leur orientation, ils se sentent inquiets. Et ils nous disent aussi à 49% qu'ils se sont sentis mal accompagnés au moment de mener cette démarche d'orientation. Donc là, évidemment, l'étudiant a un rôle majeur à jouer. Et pour répondre à ces attentes, on a effectivement différents médias. On va en reparler tout à l'heure. Vous me poserez une petite question, j'imagine, sur la manière dont on déploie toute cette information et nos services. Mais ce que je voulais dire, c'est que on est aussi dans un système éducatif qui est très complexe en France, tout le monde le sait. Qui s'est intéressé à l'enseignement supérieur a vu qu'effectivement, les voies d'entrée, les passerelles, les niveaux d'études, les poursuites d'études, l'entrée dans la vie active se font par de multiples voies et passerelles. Donc ça, c'est quelque chose de complexe à décrypter. Il y a des réformes qui sont en cours, qui rendent aussi cette démarche encore plus difficile aujourd'hui. Et comme dans toute la société, à ce contexte un peu immuable de l'orientation, il y a des nouvelles manières de s'informer qui sont aujourd'hui à l'œuvre. C'est-à-dire, on s'informe surtout sur le web, beaucoup via les médias sociaux, les réseaux sociaux. Et que fait l'étudiant? Il est en prise évidemment avec ces nouvelles manières de consulter l'information. Il monte en puissance en innovant à la fois sur ses formats et ses traitements éditoriaux. Donc on a aujourd'hui des podcasts, des vidéos. On travaille aussi beaucoup le data journalisme. Donc on a des infographies. On a les fameux classements de l'étudiant. On pourra en parler si vous le souhaitez. Et on investit évidemment massivement les réseaux sociaux aujourd'hui, de la manière en allant sur le terrain des plus jeunes notamment, mais les autres aussi, les adultes aussi sont sur les réseaux sociaux. Et on adopte les codes et les formats qui sont propres aux réseaux sociaux pour cela. Alors, je retiens 2 mots assez importants. Vous avez parlé d'inquiétude, mais également des attentes pour pallier à ces inquiétudes. Vous avez parlé déjà d'un certain nombre de services en ligne. On peut aller juste un petit peu plus en détail sur ces services en ligne assez rapidement. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, la manière dont on déploie nos services et notre offre éditoriale, en fait, l'orientation, ça procède d'une double interrogation. Une interrogation sur soi-même. La personne qui s'oriente a besoin de se connaître pour mener cette démarche. Et l'autre interrogation, c'est celle de la découverte des formations et des métiers pour voir si, évidemment, ça peut nous correspondre et on pourrait s'y épanouir, s'y réussir. Alors, il y a 2 choses dans l'offre éditoriale et les services de l'étudiant. La première, évidemment, c'est ce qu'on disait, tout le contenu éditorial avec une ligne éditoriale qui est pratique et concrète. Donc, on donne des éléments factuels et on explique comment s'orienter aux jeunes. Et dans cette offre éditoriale, il y a aussi toute la partie qui est découverte et de projection. On fait entrer les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs dans la réalité, soit des études, soit des métiers. C'est du journalisme, j'allais dire, classique. Et à côté de ça, il y a quelque chose de très concret aussi dans nos services. Alors, on a de nombreux tests. Je parlais tout à l'heure de cette double interrogation. On peut se tester pour savoir quel type d'élève on est, pour quel type de formation on est fait. Et puis des tests aussi pour découvrir sa correspondance avec une filière, un métier. Donc ça marche très bien, les tests aussi. C'est quelque chose qui plaît bien. Il y a les classements, évidemment, qui sont une offre éditoriale et un service emblématique de l'étudiant et qui sont une mine d'informations. Et alors, des informations qui sont très précieuses parce qu'elles sont précises, elles sont vérifiées, elles sont uniques en fait dans l'écosystème médiatique. On a aussi nos annuaires qui sont très riches en matière d'information et on a des outils pratiques. Donc là, c'est aussi la capacité d'innovation de l'étudiant qui est à l'œuvre, avec des outils pour simuler, par exemple, ses notes au bac, pour simuler je suis telle spécialité, vers quel type d'études je suis susceptible d'aller ou d'être reçu aussi, puisqu'on le sait, la question des admissions en cette période de phase d'admission de Parcoursup est vraiment cruciale. On a aussi un simulateur de coût des études et on prépare plein d'autres choses un peu différentes. Alors justement, voilà. Parlons-en, on en arrive à notre dernière question pour ce premier plateau. On a parlé de pas mal d'innovations en cours en termes de services et également au niveau éditorial, en termes de plateformes pour faciliter la vie de vos publics. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir très concrètement et très rapidement prochainement ?
Alors, on est en train de préparer un outil exclusif et interactif. Je vous disais que l'enseignement supérieur, c'est un écosystème, un paysage très complexe en France. On est en train d'inventer quelque chose qui va permettre de naviguer et de se repérer, d'explorer le paysage de l'enseignement supérieur pour découvrir justement les formations qui sont faites pour soi. On est aussi en pleine refonte de nos classements. Donc, on verra nos nouveaux classements à partir de septembre et on commencera avec celui des meilleures villes étudiantes de France qui intéresse évidemment à la fois les villes et les étudiants et leurs parents. Et puis, en matière d'innovation, mais vous allez le développer dans la suite de l'émission, on n'a pas encore évoqué, évidemment, un des services les plus emblématiques de l'étudiant, ce sont ces salons, et donc qui vont devenir hybrides. Et je voulais juste terminer sur cette capacité d'innovation, parce que c'est une caractéristique qui est forte et emblématique de l'étudiant en tant que leader historique, mais c'est aussi fondé sur l'expertise et les compétences de multiples services, c'est-à-dire à la fois la rédaction. On a aussi une cellule de data analyst qui est assez puissante et qui monte en puissance. On va en reparler, j'imagine, ensuite. Il y a les services techniques avec des développeurs, des chefs de projet, des UX designers. Voilà, donc on a un ensemble de compétences. Ben, merci Ariane de nous avoir éclairé en moins de 10 minutes sur l'écosystème éditorial du groupe L'Étudiant. On vient de voir que le groupe L'Étudiant regroupe plusieurs plateformes qui facilitent la vie des collégiens, des lycéens, des étudiants, la vie numérique des 15-24 principalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie numérique des 15-24 ans est très centrée sur les réseaux sociaux. Comment appréhender justement ces nouveaux médias afin d'assurer l'efficacité des messages que l'on souhaite délivré auprès des 15-24 ans, que l'on soit un établissement de formation, un organisme ou bien encore une marque. C'est ce que je vous propose de découvrir avec notre deuxième plateau consacré aux innovations du groupe L'Étudiant, notamment sur les réseaux sociaux, en compagnie de Pierre-Louis Schmitt, directeur commercial digital de L'Étudiant, et Pierre-Étienne Boilard, CEO de Social Playground, juste après cette vidéo. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Michel. Bonjour Pierre-Étienne. Bonjour Michel, bonjour à tous. Première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler, et je commencerai par vous Pierre-Louis, est-ce que vous pouvez nous rappeler en chiffres ce qu'est l'écosystème digital du groupe L'Étudiant ? Bien sûr. Alors, on a pu le voir là à l'instant avec cette courte vidéo de présentation. Ariane nous en a très bien parlé tout à l'heure. On a un écosystème de 3 sites. Donc, L'Étudiant, site référent sur les problématiques d'orientation, mais pas que, dans la mesure où on y adosse également un job board spécialisé vraiment sur toutes les problématiques. Je cherche un stage, je cherche un apprentissage, je cherche un premier emploi. Donc ça, c'est sur la partie du coup l'étudiant. Un site lifestyle qui s'appelle Trendy by l'étudiant, Ariane en a parlé également tout à l'heure. Et enfin, EducPro, un site d'actu spécialisé sur l'enseignement supérieur. Et leur déclinaison évidemment aussi sur les réseaux sociaux, et ça on va y revenir, je pense, un peu plus longuement. Cet écosystème réalise entre 4,5 et 5 millions de visiteurs uniques mensuels. Sur le plan plus publicitaire, c'est l'équivalent de 17 à 18 millions de pages vues chaque mois. Et
Donc c'est ce qui est extrêmement significatif, parce qu'on travaille une seule et même verticale thématique, donc on est sur des audiences qui sont extrêmement significatives. Et là où je souhaitais peut-être préciser, c'est que, et je sais que Michel, vous l'évoquez dans différents rendez-vous sur différents plateaux, c'est le contexte. On a toujours défendu le contexte chez l'étudiant, le contexte éditorial, la qualité de diffusion qu'on opère. Et ça, au moment où ça fait plusieurs mois et ça s'accélère, où on annonce la fin programmée des cookies, ça représente une opportunité non négligeable, évidemment pour le groupe L'Étudiant, mais également pour tous les partenaires qui nous font confiance, de pouvoir continuer à préempter un contexte éditorial de qualité et brand safety. Merci Pierre-Louis. De votre côté, Pierre-Étienne, quelle est votre observation concernant l'écosystème digital du groupe L'Étudiant pour lequel vous contribuez assez souvent? Oui, en tant que dirigeant de Social Playground au sein du groupe Reworld Media, on a la chance d'accompagner le groupe L'Étudiant pour redéployer et accélérer sa stratégie sur les réseaux sociaux. Et donc le groupe L'Étudiant est d'abord un actif extraordinaire sur les réseaux avec plus de 400 000 fans, followers, tous réseaux confondus. Mais c'est aussi une opportunité extraordinaire sur laquelle on va s'appuyer de développement grâce à toute la data dont dispose le groupe et plus particulièrement les 4 à 5 millions de visiteurs uniques mensuels que l'on peut, grâce à cette data, retoucher au sein de l'écosystème social. Et quand on sait que la génération des 15-25 à laquelle on s'adresse est très équipée en matière d'adblock, l'écosystème social constitue une opportunité extraordinaire pour les annonceurs. Alors je rappelle, l'adblock, c'est un petit logiciel qui permet aux utilisateurs de pouvoir bloquer les messages publicitaires et qui fait que, soyons très clairs, d'un point de vue très concret, coupe cette cible stratégique pour un certain nombre de marques. Et c'est pour ça qu'effectivement, je me permets de faire le commentaire, le contexte est essentiel. Voilà. Donc, Pierre-Étienne, peut-être que vous vouliez ajouter quelque chose sur cette première question. Non, donc cette opportunité, c'est de toucher ces 4 à 5 millions de visiteurs uniques mensuels dans cet écosystème grâce à une grille de programme originale. Merci Pierre-Étienne. Alors aujourd'hui, le marketing digital s'appuie essentiellement sur la connaissance client, la connaissance de vos visiteurs. Alors comment vous valorisez et vous donnez accès aux annonceurs à, j'allais dire, ces informations centrées sur vos utilisateurs, vos visiteurs au sein du groupe L'Étudiant? Pierre-Louis? J'ai envie de dire, comme la plupart des groupes médias, la donnée est centrale, évidemment, dans nos réflexions, une meilleure connaissance de nos audiences, évidemment. Pour vous donner peut-être 3 chiffres, ne pas être rébarbatif du coup dans le propos, on a aujourd'hui à disposition 2 millions de profils. Sur ces 2 millions de profils, on est capable du coup d'en activer 800 à 850 000 du coup sur de l'emailing et 300 à 350 000 sur du SMS, donc lié à, sans dire de gros mots, des opt-in contraints du coup par le RGPD. Donc, alors j'explique, les opt-in, c'est le fait d'avoir un accord de l'utilisateur et d'avoir enregistré cet accord qu'on appelle opt-in pour ensuite pouvoir lui envoyer un certain nombre de messages. Exactement. Merci pour la précision. Ah, mais je vous en prie. Et c'est quelque chose, au-delà de parler de la taille de nos bases et de ce qui est activable, ce qui nous anime aussi, ce qui anime un service dédié du coup chez nous au marketing digital, c'est la qualité, l'enrichissement du coup de cette connaissance de nos utilisateurs, tout simplement pour servir à la fois la performance de ce qu'on opère nous en propre à la marque L'Étudiant, mais également et évidemment du coup dans l'ensemble des dispositifs qu'on peut proposer aujourd'hui liés à ces données et à ces datas du coup à nos différents partenaires sur de l'emailing, sur de la diffusion contextuelle, mais également sur des campagnes SMS. Merci Pierre-Louis. Donc je rappelle les chiffres, accès à 2 millions de profils, 800 000 via les emails et plus de 350 000 autour des SMS. Donc ça commence à faire un chiffre assez intéressant. Ouais. Et on parlait de l'importance du contextuel qui vient renforcer cette opportunité de visibilité pour les marques. De votre côté, Pierre-Étienne, le marketing digital donc s'appuie sur cette connaissance utilisateur. C'est quoi votre observation depuis votre siège de Social Playground? Qu'est-ce que vous pouvez observer dans l'écosystème du groupe L'Étudiant pour accéder à ces données utilisateurs? Il y a tout un travail extraordinaire qui a été fait par les équipes de L'Étudiant autour de la data pour la qualifier et surtout l'enrichir de manière
tout à fait RGPD compliant, ça c'est formidable, mais je voudrais rappeler aussi l'importance du contexte. On pense souvent que dans l'écosystème social, tout le monde, et les jeunes en particulier, sont plutôt dans un usage de divertissement ou d'une information un peu légère. Mais c'est assez limitatif par rapport à l'usage réel des réseaux sociaux. On sait que sur cette génération, les 15-25, 15-24, au moins 60% d'entre eux ont déjà utilisé les réseaux sociaux quand il s'agissait de réfléchir à leur évolution, à leur projet professionnel et leur projet de formation. Donc finalement, il y a la data d'un côté et le contexte de l'autre, et l'écosystème social permet d'y accéder. Alors justement, les réseaux sociaux, vous venez de le dire, sont un pilier essentiel dans la stratégie éditoriale auprès des 15-24. Comment vous faites pour vous distinguer auprès de cette cible qui est quand même assez exigeante? Certains parlent de la fameuse mémoire du poisson rouge, mais en tout cas un problème d'attention qui n'est pas forcément propre aux jeunes, mais quand même qui est assez important si on veut les séduire. Comment vous procédez au sein du groupe l'étudiant? Alors, en premier lieu, on n'a évidemment pas attendu juin 2022 pour s'intéresser et rayonner aux réseaux sociaux. On a un vrai souhait, évidemment, d'accélération, de diversification dans notre offre éditoriale, et ça, c'est un mot auquel on est extrêmement attaché, hein, du coup, cette offre éditoriale, la qualité des contenus qu'on propose. On va fêter nos 50 ans, on en a parlé tout à l'heure je crois avec Ariane, hein, on a innové sans cesse chez l'étudiant pour être toujours au plus proche du coup des évolutions des consommations médias, notamment de la cible jeune. Et évidemment, on va continuer. Donc c'est aussi l'objet de ce qu'on opère là ces prochains mois. Sur les réseaux sociaux, je vais en focuser 3 principaux. Facebook sur lequel, alors on dit que c'est la fin de Facebook, nous on y croit et on continue à y croire, notamment sur des publics adultes, à savoir les parents, hein, qu'on touche de manière forte chez l'étudiant. Une accélération également sur Instagram avec des vraies innovations éditoriales en termes de format. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a énormément d'ambition aussi. On est déjà présent sur Instagram, mais on a vraiment cette vocation à accélérer et à se diversifier. Et puis, et je pense qu'on va en parler par la suite, évidemment, TikTok, notre arrivée sur TikTok. Alors, évidemment, réseau social clé, référent au centre de des consommations social media des jeunes. Et nous, on nourrit cette ambition qui est de se dire, sur TikTok, il y a de la place pour du contenu serviciel qui accompagne les jeunes dans la réponse à leurs interrogations qu'ils peuvent avoir au quotidien, aussi bien sur l'orientation, mais également sur la découverte de métiers qui pourraient les intéresser, de ce qui fait le quotidien d'un étudiant demain. Hein. Les jeunes et logiquement leurs parents sont emplis de ces questions existentielles et on croit, en tout cas, nous, dans notre capacité chez l'étudiant à pouvoir les accompagner, quelles que soient les plateformes, et notamment sur TikTok. On a commencé là, il y a quelques semaines, et on a vraiment cette volonté d'accélérer, du coup, avec ces contenus serviciels. Merci Pierre-Louis. Alors Pierre-Étienne, les réseaux sociaux, c'est votre domaine. Hein. Comme je viens de le dire, c'est vraiment un pilier essentiel dans une stratégie éditoriale auprès des 15-24. Comment vous aidez, j'allais dire, l'étudiant à se distinguer auprès de cette cible ? C'est vrai que les réseaux sociaux constituent pour les annonceurs et pour les médias que l'on accompagne une formidable opportunité pour exposer leur contenu au plus grand nombre. C'est accessible, c'est facile, c'est dans la poche, mais en même temps c'est un véritable casse-tête. Un casse-tête pourquoi ? Parce qu'il faut en permanence être à jour sur les grammaires, les fonctionnalités, les usages, et puis en plus il y a une multiplicité de réseaux qui changent et qui s'amusent à changer très régulièrement les différents formats. Donc c'est une opportunité mais un casse-tête. Du coup, quand on a eu la chance de démarrer avec toute l'équipe de l'étudiant ce travail sur l'évolution des réseaux du groupe, on s'est appuyé sur 2 fondamentaux qui nous semblaient indispensables. Le premier, c'est d'abord l'importance de la vidéo. Donc l'intégralité ou la quasi-intégralité des contenus qu'on produit est en vidéo pour animer avec une grammaire adaptée à chacun des canaux en utilisant le fonctionnel de chacun de ces canaux, des reels, des sondages, des stories, etc. Et le deuxième élément qui était très important pour nous et qui tient à cœur du groupe l'étudiant et que je souligne parce que ce n'est pas toujours le cas, c'est l'importance de ne pas trahir et en tout cas d'aller dans le sens de la caution journalistique et du crédit journalistique apporté sur tous les touchpoints du groupe. Donc bien sûr, on adapte la forme, c'est-à-dire qu'on est dans un usage un peu plus léger, dans une grammaire un peu plus légère, mais le fond reste toujours au cœur de la stratégie.
Pierre-Louis parlait de TikTok, bien sûr, élément fondateur de ce nouveau lancement. En quelques semaines à peine, on a déjà plusieurs millions de vues des différentes vidéos qui ont été publiées sur ce réseau. Pourquoi TikTok ? Je pense qu'il est important de rappeler que chez les 15-24, ceux qui utilisent TikTok l'utilisent pour plus des 2/3 quotidiennement et ils l'utilisent 1h30 par jour, ce qui est colossal. Et il faut avoir en face de ça en tête, c'est une étude de Nielsen qui le montrait, que pour plus de 60% d'entre eux, la publicité au sein de l'écosystème TikTok est originale, créative et les touche plus que sur d'autres plateformes. Donc TikTok, passage incontournable. Et que faire sur TikTok ? 3 maîtres mots très importants auxquels on s'est attaché à être fidèle, que sont les incarnations d'abord, avec les rédactions qui sont mises en scène, des influenceurs. La créativité, ensuite, avec l'usage des filtres, des différentes fonctionnalités qu'on peut avoir. Et enfin, le dernier point, c'est le ton. Donc on a des programmes où on voit des intervenants qui parlent sans filtre de leur réalité, de leur quotidien. Et voilà, donc aujourd'hui on a une grille d'une dizaine de programmes disponibles sur tous ces réseaux et en particulier sur TikTok. Merci Pierre-Étienne, vous avez évoqué un sujet central ce matin, à savoir la publicité. Et justement, à travers ces différents réseaux sociaux, ces différents formats, cette grammaire également qui est très spécifique et qui évolue dans le temps de manière assez fulgurante, on va dire, quels sont les dispositifs publicitaires, voire j'allais dire la mise en scène, j'allais dire des marques que vous pouvez proposer, et au-delà de ces formats, de ces mises en scène, quels sont les annonceurs captifs, c'est-à-dire qui baignent dans le monde de l'éducation, ou hors captifs, qui peuvent être des marques automobiles ou alimentaires, par exemple, qui font appel à vos solutions marketing au sein du groupe L'Étudiant. Oui. Alors pour répondre à votre première question, on opère 4 grands piliers aujourd'hui chez L'Étudiant pour répondre tout simplement aux besoins de nos partenaires au quotidien. Le classique display, les plans médias, toujours donc, opérés dans un les contexte publicitaires exactement, voilà, sur les campagnes médias digitales, toujours opérés encore une fois, et on y tient beaucoup dans un contexte de qualité et ciblé. Le référencement, c'est des choses sur lesquelles on accompagne, c'est des vrais leviers sur lesquels plusieurs partenaires sur les moteurs de recherche. Exactement, sur lesquels du coup nos partenaires nous font confiance, notamment les écoles, beaucoup via des solutions type des mini-sites référencés du coup sur nos écosystèmes. La partie de données, donc on en parlait tout à l'heure rapidement, je ne vais pas en refaire du coup meilleure une connaissance couche dessus de vos exactement. Et accès à cette connaissance auprès des annonceurs. Voilà, et activation du coup pour tout à fait, et activation pour nos partenaires. Et puis également les opérations. Alors, chez L'Étudiant, on ne parle pas forcément d'opérations spéciales digitales de manière limitative, mais, et c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui, d'opérations 360. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on croit que le contenu a du sens évidemment en digital, sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on opère évidemment pour des partenaires, du développement de contenu, avec parfois, et quand ça fait sens, des déclinaisons sur le terrain. On a cette force aujourd'hui d'être un groupe plurimédia sur lequel on est capable d'accompagner des marques et nos partenaires aussi à la rencontre, j'ai envie de dire, des jeunes dans la vraie vie et de leurs parents directement sur nos salons, dans le cadre de roadshow, dans le cadre d'opérations de street marketing par exemple. Donc ça c'est pour vous répondre du coup sur ce qu'on opère au quotidien du coup en termes de grands piliers. Et pour répondre sur avec qui on travaille, alors on a cette chance de pouvoir accompagner une pluralité de partenaires avec des problématiques très diversifiées, mais toujours ce fil rouge de vouloir passer un message auprès des jeunes et ou de leurs parents. Moi, ça fait 4 ans que je suis chez L'Étudiant. Ce que j'entends beaucoup et depuis ces 4 ans, c'est ben oui, évidemment, L'Étudiant, vous travaillez avec l'enseignement supérieur, quelles que soient les typologies d'établissements. Oui, évidemment, on accompagne du coup nos partenaires établissements supérieurs dans la promotion de leur formation, mais également le recrutement de leurs futurs diplômés, donc ça c'est leurs futurs candidats. On accompagne, et ce de plus en plus, des fédérations professionnelles, des opérateurs de compétences, différents institutionnels dans la promotion des métiers, et ça très tôt finalement, puisqu'il y avait cette volonté aussi d'éveiller et d'ouvrir du coup l'intérêt des jeunes aux métiers suffisamment tôt. En droite ligne de ça, après la formation et une fois diplômés, on accompagne également des marques employeurs et de plus en plus pour les accompagner et développer du coup leur attractivité en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise où il fait bon travailler demain, donc vraiment dans la recherche de leurs talents. On peut accompagner de plus en plus également
des collectivités territoriales ou différents institutionnels sur l'attractivité de leur territoire sur la cible étudiante. C'est quelque chose qui nous anime. Et puis enfin, une manière un peu plus classique, on en parlait, enfin, vous l'évoquiez tout à l'heure, Michel, dans le cadre de la question, des acteurs. Alors, qu'on appelle nous grandes consos, ça ne veut pas dire grand-chose, grande conso, mais en tout cas on accompagne des banques, des mutuelles, des assurances, des acteurs de la high-tech par exemple, de la Ce qu'on appelle le hors captif. voilà, ce qu'on appelle le hors captif chez nous, dans la promotion de leurs produits ou de leurs services auprès de la cible jeune ou auprès de leurs parents. Donc on travaille vraiment un panel aujourd'hui extrêmement diversifié, à la fois en termes de problématiques et de typologie de partenaires. Donc c'est une sorte d'anti-adblock pour les 15-24, en tout cas à travers le contextuel. On est un et les magnifique audiences. rempart anti-adblock, ouais, tout à fait. Oui. Merci beaucoup Pierre-Étienne. Pierre-Louis, pardon. Pas de souci. Je savais que j'allais la faire. Je La l'ai faite, confusion est là. possible. On connaît ça avec Pierre-Étienne depuis la maternelle, je pense, donc il n'y a pas de problème. Ouais, tout à fait. Très bien. Bon, alors Pierre-Étienne, Oui. merci Pierre-Louis. Pierre-Étienne, votre observation sur les dispositifs publicitaires que vous proposez, en tout cas que propose le groupe Les Étudiants, et puis cette volonté de s'adresser aussi bien aux annonceurs captifs qu'aux annonceurs hors captifs, quelle est votre observation par rapport à cet objectif ? Je pense qu'il y a une première clé de réussite que l'on s'attache à toujours respecter, d'ailleurs, quel que soit l'annonceur ou quels que soient nos partenaires médias, c'est qu'en publicité sur les réseaux sociaux, c'est l'édito qui doit inspirer la publicité et pas l'inverse. Et ça, c'est un élément structurant de la manière dont on doit s'adresser, et en particulier aux jeunes qui sont rompus avec les codes de la publicité dans l'écosystème social. Alors après, la grille éditoriale que l'on a construite permet aux annonceurs de s'intégrer dans ces dispositifs schématiquement de trois manières. La première, c'est en faisant ce qu'on appelle du placement de produits ou du placement de services au sein des contenus. Bien sûr, le fait que ce soit une publicité toujours indiquée et mentionnée de manière extrêmement transparente. Ensuite, la deuxième manière, c'est en demandant ou en commandant un épisode dédié d'un des programmes, d'un des contenus, ou alors en étant sponsor, partenaire d'une chaîne de contenu dont les valeurs, dont ce qu'elle traduit est proche des valeurs de la marque. Et au-delà de ça, évidemment, on peut mettre en place des dispositifs totalement ad hoc au sein de l'écosystème global du groupe L'Étudiant pour un annonceur qui en fera la demande. Merci Pierre-Étienne. Pierre-Louis, on va finir avec vous avec cette ultime question. Quelles sont les innovations en termes de format, de mode d'expression ? Vous parliez de 360 tout à l'heure. Qu'est-ce que vous allez proposer dans les prochains mois ? Je crois qu'on en a déjà pas mal parlé ces dernières minutes, mais on en a encore... Vous en avez encore sous le pied. Il y a des réflexions, j'imagine. Parce qu'on parle de grammaire qui évolue tout le temps. J'imagine qu'il faut commencer à anticiper. Exactement. On a énormément d'idées. Donc évidemment, et c'est ce qu'on retiendra, je pense, aujourd'hui, la capacité à accompagner du coup nos partenaires avec la caution de la marque L'Étudiant, du coup, de plus en plus et de manière très forte sur les réseaux sociaux avec ces nouveaux formats. Donc ça, on en parlera du coup, évidemment, ces prochaines semaines et ces prochains mois. Là où on se dit quand même qu'on a quelque chose à optimiser, c'est d'amplifier les ponts entre nos activités. On est un acteur et un média digital référent. On organise plus d'une centaine de salons en France chaque année. On se dit, on y croit beaucoup, du fait que nos écosystèmes digitaux, que ce soit nos sites ou que ce soit nos réseaux sociaux, soient beaucoup plus présents, utiles, sur nos salons, et l'inverse est vrai aussi, et en ça on travaille et on réfléchit avec Pierre-Étienne et ses équipes à comment rendre la vie de nos salons visible typiquement sur nos réseaux sociaux et sur TikTok à l'avenir. On doit créer beaucoup plus de ponts et amplifier ces ponts entre nos différentes activités, puisque finalement on est une seule et même marque média, quelles que soient les activités qu'on opère. Donc casser les silos. Peut-être, voilà, si on peut le résumer comme ça. Merci Pierre-Louis, merci Pierre-Étienne pour nous avoir donné une visibilité sur la manière dont le groupe L'Étudiant innove en termes de solutions de communication en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Et communiquer, c'est également interagir, que ce soit dans un monde réel, mais aussi de plus en plus dans un monde virtuel. La combinaison de ces deux mondes d'interaction dans le monde des salons offre de nouvelles opportunités inédites pour les visiteurs et pour les exposants également. Et cette innovation porte un nom, l'hybridation. Je vous propose donc de découvrir ces nouvelles opportunités avec notre troisième et dernière partie dédiée à cette fameuse hybridation avec Sébastien Mercier, directeur du développement de L'Étudiant, juste après cette petite respiration vidéo.
Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Première question, les événements du groupe L'Étudiant en termes de chiffres, ça donne quoi? Alors, sur la saison 22-23 qui arrive, on organisera 104 salons. On sera présent dans 47 villes. Les salons se découpent en 3 typologies. 48 salons généralistes, c'est-à-dire qu'on décrypte le panorama de l'offre, notamment d'enseignement supérieur. 51 salons spécialisés, où on aborde un peu plus en détail, on va dire, certains secteurs de formation, filière artistique, filière santé, les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs, pour adresser pour certaines cibles également, avec des salons de poursuite d'études et masters notamment. 15 salons de l'alternance de l'apprentissage et des métiers, où là, naturellement, on va évoquer et mettre en relation toutes les structures qui proposent ces filières de formation par apprentissage avec les jeunes qui sont en recherche de ces modalités de formation, avec une présence également d'entreprises qui recrutent. Voilà, nous avons également des salons marque blanche, c'est-à-dire qu'on opère pour des opérateurs et on met notre expertise, on va dire, à leur service. Notamment pour des besoins de marque employeur, par exemple? Ça peut être pour des marques employeurs, ça peut être pour des territoires également qui ont ou avaient un salon historique et qui souhaitent confier à un tiers. Et donc là, nous sommes naturellement présents à leur côté pour répondre à leurs besoins. Les chiffres, c'est 8000 exposants à l'année. On a également, et ça c'est une de nos forces sur nos événements, 700 conférences que l'on organise. C'est 3500 intervenants chaque année. Et enfin, c'est 1 million de visiteurs attendus sur cette saison 22-23 qui arrive. Alors, la crise sanitaire a redistribué les cartes un petit peu dans le secteur de l'événementiel, avec notamment l'émergence de ce que l'on appelle l'hybridation. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler le principe, même si je l'ai fait un petit peu au début, mais peut-être un petit peu plus en détail, et quel impact l'hybridation surtout a eu au niveau de vos offres des salons au sein du groupe L'Étudiant? Alors, l'hybridation, c'est un événement qui est à la fois en physique, où on propose du contenu, des échanges, à la fois en physique présentiel, mais également à la fois en ligne. C'est-à-dire qu'on allie l'expérience physique avec une expérience digitale. C'est important puisqu'en fait, la crise qu'on vient de traverser avec les confinements successifs ont révélé que finalement les salons physiques étaient indispensables. Ça a créé un vrai manque, un vrai besoin de rencontrer les gens en vrai. Et l'engouement qu'il y a eu d'ailleurs en octobre 2021 à la reprise de nos événements l'a montré, avec une forte affluence et un besoin effectivement d'aller échanger directement sur les événements. Mais c'est vrai que les événements digitaux ont également des vrais atouts. Et notre volonté, puisque tous nos salons seront en mode hybride sur la prochaine saison 22-23, c'est de prendre le meilleur des deux et de proposer la meilleure des expériences possibles à la fois à nos visiteurs et à nos exposants et partenaires. Puisque finalement, l'hybridation, dans ses atouts, ça permet d'apporter plus de contenu encore au salon, d'enrichir les salons par du contenu en ligne, en plus du contenu en présentiel. C'est de pouvoir s'adresser à une cible encore plus large, puisqu'il y a dans certains territoires parfois des difficultés d'accès à un événement physique. Donc là, de chez soi, on pourra suivre avant, pendant et après, on va y revenir je pense, l'événement. C'est de pouvoir également avoir un temps d'événement plus long, puisque nos événements à partir de la saison prochaine ouvriront 10 jours avant et se termineront 3 jours après l'événement physique. Et enfin, c'est de pouvoir améliorer l'expérience visiteur en ayant un parcours personnalisé, adapté à chaque profil de jeunes et de parents qui viendront sur nos événements. Alors, en quoi l'expérience, cette fois-ci, des salons en ligne se distingue des salons en présentiel? Vous l'avez expliqué au niveau du visitorat, hein, mais là, ma question est plus d'un point de vue efficacité marketing, notamment, pour l'ensemble de vos partenaires. Quel est l'atout, quelle expérience de marque, j'allais dire, vous proposez dans vos salons en ligne, et en quoi ça se distingue de ce que vous proposez depuis des décennies sur le présentiel? Alors, le mot-clé, c'est la complémentarité. C'est vrai que nos événements en ligne apporteront une vraie complémentarité à nos événements physiques.
puisqu'en fait, sur l'événement en ligne, on pourra entrer en relation avec les établissements, accéder à des outils d'information, et ça sera surtout un formidable aide à la préparation de visite de nos événements physiques également. Donc, en concret, nos exposants auront la possibilité, sur nos événements en ligne, de disposer de stands online qui leur apportera beaucoup de fonctionnalités. Possibilité de mettre en avant leur établissement de formation, leur formation, leur cursus à travers des vidéos, du contenu, des documents. Possibilité également de rentrer en contact avec l'ensemble des visiteurs, jeunes, parents qui ont émis, on va dire, ou en tout cas qui sont potentiellement intéressés par leurs différentes formations. Donc à travers des outils d'interaction directement intégrés à la solution que les exposants pourront ou non activer en fonction de leurs besoins. Et puis des principes également de prise de rendez-vous, et ça c'est utile dans ce mode hybride puisque possibilité de prendre des rendez-vous en ligne mais aussi des rendez-vous qu'on pourra opérer potentiellement sur le salon physique. Nos partenaires, nos exposants auront aussi sur certains salons la possibilité d'organiser des conférences qui leur seront dédiées et intégrées au programme officiel de l'événement. Ça sera sur certains salons. Et c'est vrai que, on va dire que cette hybridation offre beaucoup de champs possibles puisqu'en fait, certains exposants, c'est vrai pour des exposants notamment qui viennent de l'étranger, mais aussi pour des structures françaises qui ne peuvent pas se démultiplier sur toutes les villes à un instant T, auront le choix de se dire, sur tel salon, je décide d'être présent exclusivement 100% en ligne, sur celui-ci que physique, sur celui-ci en mode hybride. Et donc ça ouvre tout ce champ des possibles qui est extrêmement intéressant. Et enfin, on l'a vu à travers la petite vidéo de présentation, on va proposer également à l'ensemble de nos exposants l'option scan, c'est-à-dire que concrètement, les visiteurs auront la possibilité de présenter leur QR code à tous les établissements de formation qui peuvent les intéresser sur place, sur le salon physique. Et ça permettra en fait aux exposants de garder le contact, d'inviter potentiellement l'ensemble de ces visiteurs à leur journée portes ouvertes notamment. Et ça sera un formidable outil qui nous est déjà demandé, donc je pense qu'il va répondre à une grosse attente de l'ensemble de nos exposants, en tout cas une grande partie d'entre eux. Alors on vient de le voir, un champ des possibles à travers, je vais utiliser un terme un peu technique, les leads, c'est-à-dire la possibilité de récupérer un certain nombre d'informations de la part des visiteurs en ligne. Et quand on parle justement d'action marketing, dont l'un des objectifs les plus souvent attendus par vos partenaires, les annonceurs, sont ces fameux leads. Quand on parle d'action marketing en ligne, on pense souvent à l'opportunité d'une meilleure connaissance des visiteurs sur Internet. Donc, comment vous allez procéder au sein du groupe étudiant pour optimiser justement cette meilleure connaissance de vos utilisateurs, j'allais dire de vos visiteurs sur vos salons en ligne? C'est vraiment un élément extrêmement important et qui nous a montré, on va dire, tous les atouts que pouvait avoir l'hybridation, puisque en réalité, nos visiteurs, on les connaît, mais on ne les connaît pas parfaitement bien. On sait leur profil, en tout cas, on dégage certains éléments, mais l'hybridation va permettre et va proposer à l'ensemble des jeunes qui se connecteront sur nos salons en ligne, qui seront donc, qui est un passage obligé en plus pour venir sur le salon physique, puisque nécessité de s'inscrire, de définir leur profil, de définir leur centre d'intérêt, et donc de les connaître davantage pour mieux répondre encore à leurs attentes. Et c'est vrai que la solution en ligne, qui sera poursuivie ensuite par l'événement physique, permettra de faire des parcours personnalisés. Puisque, et ça c'est une nouveauté, une vraie nouveauté, en tout cas les exposants qui s'afficheront pour les différents visiteurs s'afficheront en fonction de leur centre d'intérêt. Donc chaque visiteur finalement aura des exposants qui lui seront proposés en premier lieu, qui seront tous différents les uns des autres, puisque donc, ça correspondra. Un salon personnalisé d'une certaine Exactement, notre salon, son salon personnalisé, puisqu'en fait on fera un matching entre les exposants et les visiteurs en fonction de ce qui peut correspondre le mieux, le plus à leur profil. Les visiteurs, eux, pourront utiliser l'ensemble de ces possibilités et ces ressources pour faire également, dans ce parcours personnalisé,
on va dire, leur suggestion de visite, c'est-à-dire qu'ils pourront mettre dans leurs favoris les exposants qui correspondent le plus à leurs attentes, les conférences également auxquelles ils souhaitent participer et assister, mettre des formations, des contacts également dans leurs favoris. Donc chaque visiteur finalement aura son parcours personnalisé qui sera une vraie plus-value. Et enfin, et ça c'est vraiment aussi quelque chose qu'on va travailler en lien très étroit avec l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien sur l'organisation de nos différents salons, on fera des parcours suggérés. Et les parcours suggérés seront différents d'un salon à l'autre en fonction de son territoire, en fonction de sa spécificité. Et ça offre également beaucoup de possibilités, puisque sur certains territoires, vous avez des secteurs à porter ou des secteurs en tension qu'il convient de mettre en lumière, et où, en fonction des profils que nous avons, où il y a différents bacs naturellement en France, et les bacs généraux ont un accès à l'enseignement supérieur qui est parfois un peu différent que les bacs professionnels par exemple. Et c'est vrai de pouvoir faire des parcours suggérés en tout cas au bac professionnel par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça leur montrera tous les acteurs sur un événement qui sont susceptibles de pouvoir les accompagner dans leur accès à l'enseignement supérieur. Donc ça c'est aussi une des grosses nouveautés et une vraie plus-value que nous avons à travers l'hybridation des événements à la fois via l'expérience digitale et l'expérience physique. Alors, ce que je retiens, si on devait donner une sorte de mot-clé sur l'ensemble de ces innovations, c'est la personnalisation. Personnalisation du parcours du visiteur, mais personnalisation en ce qui concerne les profils adressés à vos partenaires, que ce soit des marques ou des organismes des formations. On en arrive à notre toute dernière question et je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. On l'a dit tout à l'heure sur le plateau précédent, il y a énormément d'innovations, notamment sur les réseaux sociaux, mais également en termes d'événements, et j'imagine que vous anticipez peut-être également de futurs mouvements de par l'attente des utilisateurs ou l'attente de vos partenaires, l'attente de vos visiteurs. Quelles sont les innovations sur lesquelles vous êtes en train de travailler et sur lesquelles vous pouvez peut-être nous donner un petit scoop sur leur réalisation dans les mois à venir? Alors, déjà, je vais essayer de répondre rapidement, mais le vrai enjeu pour nous, c'est déjà de faire en sorte que nos événements hybrides dès la prochaine saison répondent au mieux aux attentes, aux usages, aux intérêts de nos visiteurs, de nos exposants et de nos partenaires. C'est vrai que ces événements hybrides seront à la fois disponibles, en tout cas la version en ligne, sur mobile, sur desktop, mais également sur application. Et cette application, puisque chaque salon sera accompagné d'une application, nous offre aussi certaines possibilités demain. Alors, déjà aujourd'hui, mais aussi demain. Puisque en réalité, nous pourrons, sous couvert naturellement de l'accord de l'utilisateur, lui pousser des informations, des notifications qui le guideront le plus efficacement possible dans ses recherches d'informations et son aide à l'orientation. Et donc, tous sur l'événementiel aujourd'hui, peu de salons le font, certains déjà, mais c'est une de nos volontés d'aller aussi dans cette direction-là. Vous savez, vous avez des balises connectées, des beacons sur les événements, qui permet d'analyser, mais aussi de pousser l'information au public qui nous rend visite pour le guider au mieux. Donc ça, c'est une des innovations vers lesquelles on souhaite aller aussi à terme. Nous avons également la volonté d'accompagner, je le disais en préambule, mais en marque blanche, beaucoup d'acteurs, puisque nous avons l'expertise sur les salons physiques. Nous l'aurons demain et nous l'avons dès à présent, mais nous l'aurons et nous le confirmerons à travers nos événements hybrides, donc possibilité d'accompagner nos partenaires sur des événements en marque blanche et en propre. Un des enjeux également de l'hybridation, on va commencer cette année, mais c'est quelque chose qui va s'accentuer, c'est aussi de pouvoir faire en sorte que les contenus sur site soient disponibles potentiellement en ligne et inversement. C'est vraiment l'hybridation qui s'imbrique le plus étroitement possible. Et donc, dès cette année, vous aurez la possibilité, lorsque vous venez sur un salon le samedi, mais vous ne souhaitez pas potentiellement y revenir le dimanche, où c'est parfois peut être une contrainte d'organisation, de suivre une conférence en direct de chez vous qui complète votre visite de la veille. Et donc ça, c'est des éléments extrêmement intéressants d'expérience visiteur. Et puis enfin, pour finir sur plus
je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais en tout cas pour répondre aussi vraiment à un besoin du marché, c'est de faire des événements B2B, puisqu'on a la chance dans cet écosystème de réunir les acteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Et voilà, beaucoup nous interrogent, et c'est vrai que c'est une réflexion que nous avons, de faire en marge ou en parallèle de nos événements physiques des rencontres qui voilà, réunissent les professionnels de l'éducation, de l'enseignement supérieur sur des thématiques voilà, qui les intéressent. Et on peut être, on va dire, cette interface qui les réunit et qui les projette sur certains sujets. Merci Sébastien. Merci à vous qui nous suivez de loin, mais nous sommes très près de vous. Et merci aussi au public, on ne les entend pas, ils étaient très studieux pendant 1 heure. Vous pouvez vous applaudir. Hein. Donc merci également au public du studio Victoire pour avoir suivi cette session autour des nouveautés 2022-2023 en termes publicitaires et en termes événementiels autour du groupe L'Étudiant. Donc je remercie à nouveau les invités. Ariane Despierre-Ferry, Pierre-Étienne Boilard, vous Sébastien, et double remerciement à Pierre-Louis Schmitt pour sa sollicitation et bien sûr sa participation. Merci également à Hélène Laruelle pour sa confiance afin que je puisse vous présenter aujourd'hui ce programme. Merci à Thomas Delattre pour son aide durant la préparation de cette émission et bien sûr à toutes les équipes techniques du groupe L'Étudiant et du studio Victoire. C'était un plaisir d'être avec vous pendant moins d'1 heure. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes qui sont, je sais, très très grandes. Merci à vous.